Alors, bonjour, bonsoir. Mon nom est François Audet. Je suis professeur ici à l'Université du Québec à Montréal et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. C'est un réel plaisir de vous accueillir dans cette magnifique salle de l'UQAM, disons-le, en grand nombre. Et je salue aussi toutes celles et ceux qui sont en ligne du Canada ou d'Haïti. On m'a dit qu'il y avait encore quand même beaucoup de personnes en ligne. Alors, on est extrêmement content de vous recevoir. Tout de suite, d'entrée de jeu, je voudrais saluer et remercier certains de nos partenaires clés à cette initiative. Évidemment, le CRDI, le Centre de recherche et de développement international. Nos collègues sont venus d'Ottawa. Merci beaucoup. Et de ce partenariat. Donc, on nous a indiqué que c'était le mot à utiliser. C'est tout à fait vrai. Une relation de partenariat extrêmement importante pour valoriser des recherches sur un sujet ô combien important. Je voudrais aussi saluer nos collègues que nous allons voir sous peu en ligne, donc des collègues de l'Université d'État d'Haïti et de l'organisation Jury Média, toutes deux basées à Cap-Haïtien. Je souligne aussi au niveau logistique que cette conférence est traduite simultanément en créole pour notamment nos invités qui sont en ligne. Alors, je m'excuse, mon créole n'est pas encore tout à fait à jour, mais non, je ne voudrais pas faire de bêtises, j'aime autant pas essayer. Traduisez mes salutations, tout simplement. Ça sera mieux. Donc, un atelier extrêmement important, une activité extrêmement importante, juste pour placer un peu le contexte. Depuis maintenant plus d'une année, presque deux maintenant, que nous avons initié ce projet, la première phase, avec nos collègues du CRDI, afin de faire une certaine cartographie sur les dynamiques de la société civile dans le nord d'Haïti. Une première phase qui s'est extrêmement bien déroulée, malgré des défis, évidemment, que vous pouvez imaginer, des défis qu'Haïti rencontre au quotidien. Ça va sans dire, on aura l'occasion d'en reparler. Et on amorce maintenant, on a déjà amorcé en fait cette deuxième phase qui se concentre particulièrement sur le secteur de la jeunesse. Alors, je dis secteur de la jeunesse, même si c'est encore débattu, mais on convient qu'il y a un secteur de la jeunesse qui est morcelé, qui est diversifié, qui reste à définir, mais qui est quand même, et l'ambassadeur Henri-Paul Normandin l'a bien dit ce matin, vital, et ainsi que d'autres, pour la suite d'Haïti, pour demain. Et c'est cet enjeu-là que nous allons aborder aujourd'hui avec des collègues et amis de cette jeunesse haïtienne. Alors, ça me fait vraiment plaisir de les accueillir. Je vais laisser à la maître de cérémonie l'honneur de les présenter. Et je vais d'ailleurs l'introduire, si vous voulez bien. Donc, ça fait extrêmement plaisir de saluer et remercier d'entrée de jeu Martine Saint-Victor, qui est une amie de l'IEM depuis très longtemps. Martine, que vous connaissez, qui collabore avec de nombreux médias, un peu partout, Radio-Canada, évidemment, la presse, encore lu en fin de semaine dernière. Martine, évidemment, le texte, à mon avis, sous-estime même la profondeur de ta relation avec Haïti. Évidemment, on est tous les deux d'ailleurs sur le conseil d'administration de la Fondation Campé également. Alors, merci beaucoup, Martine, d'avoir accepté cette modération. Et puis, bien, je te laisse la parole pour l'introduction et évidemment saluer la présence de nos invités aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour. D'abord, il me fait vraiment grand plaisir d'être de retour ici. Je remercie mon ami François Audet. François, dans toute la description, tu as oublié le plus important, c'est-à-dire que nous sommes amis dans la vraie vie. J'aimerais remercier aussi Caroline pour cette confiance et puis cette invitation renouvelée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse en Haïti avec des données et de la recherche qui a été faite par des chercheurs. Mais avant, c'était important pour moi de mettre la table, de mettre cette jeunesse en contexte comme moi je la vois et comme moi je l'admire. D'abord, l'âge médian de la population haïtienne est de 23,6 ans. Pour faire une comparaison, au Canada, cet âge moyen est de 40,3 ans.
En 2019, le magazine Time nommait l'activiste Greta Thunberg sa personne de l'année en soulignant le pouvoir de la jeunesse. Le magazine, comme d'autres grandes publications cette année-là, avait aussi applaudi les jeunes manifestants qui avaient pris les rues de Hong Kong, qui avaient aussi pris les rues du Venezuela. Rarement est-ce que la jeunesse d'Haïti a été reconnue ou applaudie par ces médias. Pourtant, elle aussi avait pris les rues du pays pour manifester. Cette jeunesse demandait les mêmes choses que celle de Hong Kong, que celle qui déambulait dans les rues de Caracas. Elle demandait une transparence des gouvernements, elle demandait une fin de la corruption, elle demandait de meilleurs programmes pour l'accès à l'emploi, elle demandait des meilleures politiques d'environnement, elle demandait une égalité des chances, elle demandait plus de sécurité, elle demandait plus. Vous vous rappelez de cette grande marche pour le climat en 2019 à Montréal, justement avec Greta Thunberg? Au même moment, il y a eu une marche similaire dirigée et organisée par des jeunes à Baït-Horrible, en Haïti. Cette jeunesse en Haïti est vivante, elle est vibrante, elle nourrit les arts, elle nourrit la culture, elle nourrit les start-up. Elle inonde les réseaux sociaux de contenu original pour montrer différentes perspectives de ce pays, souvent des perspectives qui font du bien, souvent des perspectives pas assez vues, pas assez entendues. Alors à cette jeunesse, je dis merci et je dis Kabela. Maintenant, il me fait plaisir. Alors, est-ce que Marie-Claude, Hudson et Gypsy, vous allez... Oui, alors, ce sont des membres de l'équipe de recherche. Ils vont nous présenter un sommaire, en fait, des conclusions de ce volet jeunesse du projet. Ils vont aussi nous parler de son potentiel de mobilisation. Alors, j'invite Marie-Claude Savard, Hudson Michel et Gypsy Michel à venir nous parler en sommaire de ce projet. Bonjour, merci Martine. Donc, on a 5 minutes au programme parce qu'on n'est pas ici pour parler de nous, c'est vous qui êtes ici pour nous parler aujourd'hui. Donc, très rapidement, est-ce qu'on pourrait mettre la diapo qui est prévue à l'écran? On peut avancer? Oui, merci. Ah, moi j'ai la manette. Voilà, OK. Donc, très, très rapidement, 1 minute. Notre question de recherche s'inscrit dans un projet de plusieurs années, en fait, une recherche exploratoire qui a été entamée l'année passée, dans laquelle on s'est rendu compte qu'on avait peu de connaissances sur le milieu associatif de la jeunesse et son potentiel de mobilisation et de concertation à long terme. Donc, pour cette deuxième phase de recherche qui va durer 3 ans, on a souhaité approfondir nos connaissances sur le milieu associatif de la jeunesse. Donc, vous voyez les questions qui sont ici à l'écran. Donc, principalement, là, cette activité d'aujourd'hui tente de répondre à la première des questions qui est à l'écran, dégager des connaissances sur le secteur jeunesse et analyser son potentiel de mobilisation. Vous voyez les autres questions aussi qui vont faire l'objet d'autres recherches là, dans les années à venir. Donc, voilà pourquoi on est ici aujourd'hui. C'est une première activité d'un projet de 3 ans de recherche. Donc, ce ne sont pas des conclusions, mais plutôt des constats préliminaires qu'on souhaite continuer à développer. En termes de méthode de recherche, c'est important de mentionner que ce n'est pas une recherche exhaustive, c'est le début d'une recherche. Donc, on a eu l'occasion de s'entretenir avec 16 individus, 6 individus en rencontre de groupe et 10 individus dans le cadre d'entretiens individuels, donc des entretiens de 45 minutes à 1 heure environ. Donc, comme chercheur, on a pris des notes, on a analysé en équipe ces notes-là, on a pu dégager des constats et quelques conclusions préliminaires qu'on va dont certaines seront exposées aujourd'hui. On a aussi un carnet de recherche qui est disponible sur le site de l'IEIM. Je pense qu'il y a quelques exemplaires aussi qui sont imprimés ici. Tout cela sera aussi rendu disponible via différents canaux de communication, dont un balado en créole qui sera disponible prochainement dans les prochains quelques jours. Donc, il y a d'autres activités de vulgarisation, de diffusion des connaissances qui s'en viennent au cours des prochaines semaines et des prochaines années. Alors, pour les
Alors là, ce sont les retombées de la recherche, mais on va passer rapidement oui, aux résultats. Alors, en ce qui concerne les résultats, en 2023, on a très peu de connaissances du secteur de la jeunesse. Aujourd'hui, après tous les entretiens qu'on a eus, on s'est rendu compte que la jeunesse n'est pas un secteur comme tous les autres secteurs, les secteurs des droits humains, les secteurs paysans, les secteurs féminins en Haïti. Et c'est un secteur qui est marqué par plusieurs inégalités sociales et qui est fragmenté, inégalités sociales dépendamment du milieu de résidence, du niveau d'éducation. Diversité aussi des parcours. Par exemple, un jeune qui est formé, c'est très différent d'un jeune qui n'est pas formé, dépendamment si vous habitez dans un quartier populaire ou vous habitez dans une zone résidentielle. La jeunesse, elle continue de se mobiliser en dépit des obstacles qui sont liés à la question de sécurité, les questions de chômage, questions de manque d'opportunités, mais ils continuent, les jeunes continuent de se mobiliser. Et puis, il y a le caractère mosaïque du milieu, donc c'est quand même très fragmenté, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, c'est comme des petits morceaux qui se collent, et puis voilà, c'est ça le secteur de la jeunesse en Haïti, pour l'instant, les premiers constats qu'on a faits. En termes de facteurs qui sont défavorables à la concertation, eh bien, il y a quand même le contexte sociopolitique qu'on a quand même souligné, la fuite des cerveaux, et puis le manque de modèles inspirants et des enjeux de leadership. Il n'y a pas assez de modèles dans le pays. Les précarités financières des jeunes, des structures de jeunes, non seulement des jeunes, mais des structures organisationnelles de la jeunesse. Il y a un manque de confiance qui nuit à la mobilisation à long terme et qui fait en sorte que même s'il y a des concertations, eh bien, ça dissout dans un temps record. L'absence de politique de jeunesse qu'on a parlé, mais on a quand même vu qu'il y a une initiative de politique de jeunes, mais qui est mise sous la glace voilà, pendant plusieurs années. Et puis des obstacles très faits à l'enregistrement des organisations de jeunes. Et puis, bon, là, il y a des facteurs aussi favorables à la mobilisation, mais c'est un peu quand même très long. Je vais passer la parole à Gipsy qui va présenter quelques recommandations qu'on a faites à plusieurs secteurs. Donc voilà, merci. Gipsy. Alors, en termes de recommandations, puisqu'on a fait des constats, mais aussi les objectifs sont assez clairs, qu'on veut amplifier la voix des jeunes, augmenter leur pouvoir, mais aussi créer des opportunités. Donc, les recommandations vont dans ce sens-là. Alors, les recommandations ont été faites un peu, sont destinées, je dirais, à 3 grands groupes d'acteurs. D'abord, la jeunesse haïtienne, mais qui se repose sur 2 sous-groupes. C'est d'abord les jeunes qui sont en Haïti, mais aussi la jeunesse haïtienne qui est dans la diaspora. Un deuxième groupe d'acteurs, c'est l'État, donc les dirigeants. Et puis le troisième groupe d'acteurs, ce sont effectivement les partenaires techniques et financiers, donc les partenaires étrangers. Alors je vous laisse lire tout ça. Donc à la jeunesse haïtienne qui est en Haïti, c'est renforcer le leadership et la conscience civique des jeunes, par des jeunes, promouvoir la transparence, puisqu'on a parlé de l'autonomie des jeunes, mais promouvoir l'autonomie organisationnelle, stimuler la création et la protection des espaces de mobilisation des jeunes. On recommande aussi d'envisager le partenariat entre des organisations de jeunes, la mutualisation ou bien la fédération la mutualisation des ressources. Et également, il est recommandé aussi de promouvoir, d'abord de reconnaître, mais aussi de faire la promotion des exemples de réussite pour que des jeunes continuent d'espérer ou bien tout simplement de renforcer leur confiance, d'abord en leur potentiel, mais aussi la confiance dans leur capacité à influencer les choses. Voilà pour l'essentiel des recommandations. Mais s'il y a des questions, nous pourrons les présenter amplement. Voilà. Merci.
Merci à vous trois. Alors, il me fait plaisir de vous présenter nos trois intervenants, nos trois détenteurs de vérité. Alors d'abord, John Yvelet Charulus, vous êtes candidat à la maîtrise en sociologie à l'UQAM. Vos recherches portent sur la migration forcée des Haïtiens vers l'Amérique du Nord et sur les politiques d'intervention des organisations internationales auprès des migrants en situation irrégulière. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat en sociologie de l'Université d'État d'Haïti. Vous êtes aussi diplômé d'autres formations en logistique et en gestion de risques et de désastres. Vous avez milité durant quelques années au sein de l'organisation universitaire Cercle Gramsci et vous avez travaillé pour le compte du gouvernement haïtien pendant 6 ans. Vous êtes le cofondateur d'une structure des jeunes régionales en Haïti dénommée AJM, qui veut dire Alternative des jeunes du Môle Saint-Nicolas. Bonjour, merci d'être ici avec nous. Denise Charles, bonjour. Vous poursuivez une maîtrise à l'Université d'Ottawa en sociologie avec une spécialisation en études féministes et de genre, option thèse. Vos recherches portent sur la participation des femmes aux mouvements sociaux, en particulier dans les mouvements paysans du nord-est d'Haïti. Originaire du département du sud d'Haïti, vous avez grandi à Port-au-Prince. En 2011, vous avez intégré la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti, où vous avez étudié le travail social. Durant cette période, vous avez aussi rejoint le Cercle d'études en littérature gramscienne, connu sous le nom de SEC Gramsci, et vous vous êtes activement impliqué dans diverses mobilisations étudiantes. En 2019, vous avez cofondé l'organisation féministe Danto, où présentement vous occupez un rôle clé au sein de la commission politique et mobilisation, tout en étant membre de l'administration. Il y a 2 ans, vous avez coordonné le projet Famio Lato en collaboration avec l'Universidad Itinerante de la Resistencia dans les départements du Nord et du Nord-Est d'Haïti. Et aujourd'hui, vous êtes membre du comité de ce projet. Denis Charles, bonjour et merci d'être ici. Merci. Je voulais vous dire aussi que j'ai réduit les bios de tout le monde parce que ce sont des personnes extrêmement accomplies. Oui, Wichner Hormeus, bonjour. Vous avez travaillé pendant 21 ans au ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et vous avez dirigé des projets pour le Centre d'appui à la jeunesse sur des thèmes tels que la sensibilisation au IST. Vous avez aussi développé des partenariats avec plusieurs agences multilatérales telles que l'UNFPA, l'UNDP, l'UNICEF et l'OIF. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Économie alternative pour la sauvegarde des populations des pays du Sud ». Vous êtes aussi le directeur exécutif d'Alteraction Jeunesse. Vous êtes administrateur du musée virtuel de la Révolution haïtienne et vous êtes membre du comité exécutif d'action pour la modernisation et le changement, d'Haïti. Monsieur Hormeus, merci d'être ici. Merci. Alors, John, je vais commencer avec vous. La jeunesse haïtienne est caractérisée par plusieurs inégalités, ce qui est un peu le reflet de la population en général. Le mouvement associatif de la jeunesse peut-il contribuer justement à réduire ces inégalités ou bien est-ce que trop souvent, peut-être qu'il reprend des tendances qui maintiennent et amplifient ces inégalités? Alors, je salue tout le monde. Merci pour votre question. Je vais suggérer tout d'abord cette question de la répondre de la façon suivante, parce que si on parle d'inégalité sociale en Haïti, il faudrait quand même faire un point sur ce qui participe à reproduire les inégalités sociales en Haïti. Il faut dire tout d'abord, il y a des enjeux structurels et conjoncturels à la reproduction de l'inégalité sociale en Haïti. Je vais tout d'abord revenir tout un petit peu en arrière dans les années 80 avec notamment la crise de la dette quand il battait son plein. Haïti a été l'un des pays qui a été contraint par notamment les États-Unis d'Amérique et les institutions financières de rentrer dans ce programme-là. Et il faudrait dire que le programme d'ajustement structurel, c'est un programme qui a été présenté ou
qui a eu comme instigateur les institutions financières et les États-Unis. Et il faudrait souligner aussi comme facteur de reproduction et des inégalités sociales en Haïti, l'ingérence de la communauté internationale dans les politiques internes, dans les élections, la démocratie et tout. Et aussi, on ne peut pas ne pas souligner le rôle de la mauvaise gouvernance dans la reproduction des inégalités sociales, notamment du point de vue jeunesse en Haïti. En bref, il faudrait dire qu'il y a comme une corrélation entre les applications des politiques néolibérales ou encore la mauvaise gouvernance en Haïti et le processus de paupérisation des inégalités sociales en Haïti. Donc, ces programmes d'ajustement structurel ou ces programmes de politique néolibérale imposés par Washington et les institutions financières internationales ont participé, on va dire, de manière fulgurante à reproduire les inégalités sociales en Haïti. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'est-ce que la jeunesse, le mouvement associatif de la jeunesse haïtienne, comment il peut contribuer à réduire les inégalités sociales en Haïti. Et comme je viens de le dire, les problèmes des inégalités sociales en Haïti, ils sont vraiment complexes. Il faut se rendre compte qu'il y a comme des facteurs structurels et des facteurs conjoncturels à cela. La jeunesse, de son côté, pour contribuer à réduire ces inégalités-là, moi, je suggère que la jeunesse puisse participer à mettre en place, par exemple, des programmes de formation permanente à la citoyenneté. Et la jeunesse peut participer aussi à mettre en place une autre idéal démocratique, bref, un état de droit. Et il y a un autre acteur que je vais souligner que je pense qu'il participe certaines fois à la reproduction et des inégalités sociales en Haïti, qui est notre système éducatif. Pour ceux qui ne savent pas, il faut dire qu'on a comme un système éducatif en Haïti qui a, on va dire, à plusieurs volets, en ce sens que le même système éducatif, il y a plusieurs formes d'éducation qui est en train de distribuer là-dedans. Fait que l'école a un rôle fondamental à jouer pour participer à reproduire les inégalités sociales en Haïti, et la jeunesse, de son côté, a un rôle fondamental qui pourrait jouer à ce point-là. Donc, la jeunesse pourrait, par exemple, lutter à ce qu'on puisse avoir un système éducatif égalitaire basé sur la justice sociale où tous les jeunes issus du milieu scolaire puissent avoir les mêmes chances de réussir dans la société. Merci, John. Merci. Denise, nous allons parler des femmes. Et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui parler des femmes sans souligner que nous sommes le 6 décembre et qu'il y a 35 ans aujourd'hui avait lieu la tuerie à la Polytechnique où 14 femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. C'est le féminicide le plus marquant certainement de ma génération. Denise, nous sommes dans ce qu'on appelle les 16 jours d'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Quels sont les enjeux auxquels les jeunes femmes sont particulièrement confrontées en matière d'engagement et de mobilisation? Et puis, parlez-nous aussi des facteurs qui freinent la participation des filles et des femmes. Merci pour la question. Ça fait plaisir de participer à ce panel de discussion aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais commencer par attirer l'attention sur le fait que je sois une femme de ce panel et eu à parler de la question des femmes. Pour moi, c'est quelque chose d'important à attirer l'attention parce que, justement, selon moi, la participation des femmes, ce que je pourrais considérer comme facteur aussi, et parce que je raconte ici, là, c'est le fait de penser que les femmes peuvent seulement parler sur les questions de genre, de féministes et de femmes. Nous avons des femmes géographes qui peuvent parler de l'urbanisation. Nous avons des avocats, nous avons des économistes, tout ça. Mais dès qu'il s'agit de prendre la parole, de donner la parole aux femmes,
il s'agit souvent d'une question qui concerne les femmes, la question de féministes. Là, c'est pour moi un facteur qui déjà freine la participation des femmes parce qu'on ne reconnaît pas dans d'autres domaines. Pour aller plus loin dans la question, je dirais que cette question peut être abordée sur plusieurs angles. D'abord, on peut regarder du côté structurel, des contextes sociaux, politiques, économiques et culturels qui continuent d'être des défis auxquels les femmes doivent surmonter. Ces défis sont d'ordre de normes de genre et de patriarcat dans la société, c'est-à-dire le rôle qu'on attribue aux femmes dans la société, la formation sociale de genre en Haïti, c'est quelle place qu'elle réserve aux femmes et le système dans lequel on évolue et cette formation évolue, c'est quelle place qu'elle laisse aux femmes. Donc, pour moi, c'est une question structurelle dans la mesure où ça fait dans un contexte historique, je dirais, ça a été la clé de lutte des activistes féministes dans le temps. Par exemple, la Ligue féminine d'action sociale a eu à lutter pour plus d'écoles pour les filles, a eu à lutter pour une intégration, pour une libération des femmes mariées, pour la question économique des femmes. Donc, tout ça, pour moi, ça fait partie des défis structurels qui continuent de caractériser le manque de participation des femmes. Cependant, je vais m'accentuer un peu plus sur le contexte actuel parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte qu'on devrait vraiment pencher là-dessus. Par exemple, la question de l'insécurité généralisée, les massacres, les viols collectifs, et la question d'enlèvement dans les mobilisations, la criminalisation des mobilisations aussi. Tout ça, c'est des facteurs importants et majeurs qui freinent la participation des femmes, qui freinent la participation de la jeunesse de façon générale, mais des femmes de manière spécifique. Il faut aussi souligner, comme mon camarade a souligné, le contexte migratoire aussi, où il n'y a plus l'envie de vivre, il y a plus l'envie de vivre dans un contexte aussi et chaotique. Donc, le seul issue, c'est de partir. Et donc, j'ai vu dans le rapport, ça a été mentionné, la fuite des cerveaux. Mais là, il ne s'agit pas seulement une question de fuite des cerveaux. C'est toute la population d'Haïti qui s'en va. Parce qu'il n'y a pas la vie dans ce territoire. Et pour terminer, on a parlé aussi des facteurs qui pourraient encourager la participation des femmes. Je ne vais pas m'accentuer sur des choses qui ont été dites dans des écrits, sur plus d'écoles, tout ça. Je vais encore m'accentuer dans le contexte actuel, dans la mesure où cette crise humanitaire soulève une montée d'indignation généralisée. Et malheureusement, ça pourrait contribuer aussi comme facteur qui pourrait encourager. Le fait que tout le monde soit indigné de cette situation, il ne s'agit plus d'une question d'idéologie, de perspective. On se rejoint sur un terrain parce qu'il n'y a plus la vie ici, donc on doit créer la vie. Donc pour moi, ça pourrait être un facteur qui pourrait encourager la participation de tout le monde, y compris les femmes et les filles. Et puis, il y a aussi l'outil des réseaux sociaux qui donne la possibilité de connexion entre diverses catégories de personnes, de jeunes femmes, et même entre les générations, c'est-à-dire comment puiser des expériences des activistes, des féministes, des personnes qui ont lutté dans le passé et comment faire cette connexion avec la nouvelle génération pour proposer des pistes de solutions. Donc, pour moi, c'est à partir de ces angles qu'on pourrait aborder cette question. Merci beaucoup, Denise. Witchner, dans les jeunes répondants et répondantes avec qui l'équipe de recherche a parlé, plusieurs d'entre eux ont évoqué l'absence de politique de jeunesse. Pourtant, ces politiques de jeunesse-là ont déjà existé.
Comment expliquer que cette jeunesse ne soit pas au courant? Est-ce que c'est parce que ces politiques n'ont pas laissé de traces, n'ont pas déposé de legs, il n'y a pas d'héritage de ça? Comment l'expliquer? Merci pour la question. Alors, avant de rentrer, en tout cas de commencer à développer sur ça, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, je suis appelé à parler de l'État, de ce que l'État haïtien a eu à produire et, pour le secteur jeunesse, alors qu'aujourd'hui, Haïti a un État qui est vidé de son essence régalienne au profit d'une minorité d'acteurs dominants d'une société civile marquée par des inégalités sociales que notre ami vient de parler, mais des inégalités sociales qui sont systémiques et auxquelles les jeunes sont confrontés à chaque jour sur le fond de mécanismes et d'institutions d'oppression systématique. C'est lourd comme environnement. Mais justement, c'est ce qu'on voulait, disons, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. À un certain moment, on s'était rendu compte qu'il urgeait d'intervenir dans ce secteur. Du moins, on intervenait, mais de structurer cette intervention, de mieux structurer cette intervention. C'est ainsi qu'en 2008-2009, nous avons mis en branle tout un processus avec l'appui, bien entendu, de partenaires comme UNFPA des Nations Unies, donc qui nous ont... on a décidé de mener une action dans le cadre de l'élaboration de politiques publiques, pas juste de jeunesse, mais comme nous, on a 3 sous-secteurs, jusqu'à présent, on a 3 sous-secteurs qui nous concernent, donc jeunesse, sport et civisme, ce qui fait qu'on a fait d'une pierre 3 coups. Donc on a réalisé des consultations au niveau national et dans tous les secteurs pour l'élaboration d'une politique nationale de jeunesse, l'élaboration d'une politique nationale du civisme et l'élaboration d'une politique nationale de sport. Dans tout ça, fondamentalement, qu'est-ce qui nous tenait vraiment à cœur? Le point central, c'était le civisme, puisque justement, on sentait cette dérive au niveau de la vie nationale, au niveau, c'est-à-dire que des valeurs que les gens mettaient dans leurs actions, etc. Donc, ce qui fait que, fondamentalement, on a eu à réfléchir sur si on devait parler de l'haïtien de 2009 à l'époque, quand on parlait là, comment on décrirait le citoyen haïtien. Donc, au niveau du document de politique publique, politique nationale du civisme, on a eu fondamentalement à éclaircir ce point, c'est-à-dire le citoyen haïtien de 2009, comment est-ce qu'on le décrit? Quelles sont ses caractéristiques? Et donc, à partir de là... Mais quelles étaient ces caractéristiques en 2009? Malheureusement, on n'a pas vraiment développé dans les discussions, etc. Je ne suis pas venu avec ces éléments d'information sur les caractéristiques de citoyens haïtiens tels que décrits dans le cadre de la politique de 2009, politique du civisme. Mais parallèlement, donc pour nous autres, il fallait être clair. Et un jeune haïtien, c'est d'abord un citoyen haïtien. Donc, c'est-à-dire, il fallait qu'on se dise, mais c'est quel citoyen qu'on voudrait construire, qu'on voudrait contribuer à la construction. Ensuite, on a développé un ensemble d'axes stratégiques
au niveau de la jeunesse, parce que ce que je veux préciser aussi, c'est que je l'ai mentionné dans les rencontres, c'est que la jeunesse, c'est comme on l'a dit, c'est pas un secteur, mais c'est comme pour les femmes, c'est une catégorie sociale qui est transversale à tous les secteurs de la vie nationale. Ce qui fait que quand on parle de jeunes, ça touche l'éducation, ça touche la santé, ça touche tous les autres secteurs de la vie nationale. D'où la démarche qu'on a eue, d'une part, à aller faire des consultations au niveau territorial dans tous les départements géographiques du pays avec les jeunes pour avoir leur point de vue, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur avenir. Et parallèlement, on a eu à réaliser des consultations avec tous les secteurs de la vie nationale. Ce qui fait que pour, d'une part, les sensibiliser à la question de la jeunesse, mais d'autre part, les amener à proposer des actions qu'ils pourraient développer eux-mêmes au niveau de leur secteur et en faveur qui aurait des retombées sur la jeunesse. Donc, on a, au bout du compte, développé, élaboré un document de politique publique qui est à la fois sectoriel et dans le sens qui concerne nos actions à nous, jeunesse et sport, c'est-à-dire organiser le loisir des jeunes, organiser la question de la vie associative des jeunes, etc., tout ça. Et puis, parallèlement, qui était aussi multisectoriel, dans la mesure où les autres acteurs des autres secteurs étaient tout aussi impliqués à proposer des actions qu'ils pourraient éventuellement développer dans l'avenir. Malheureusement, ce document élaboré, dont l'élaboration a fini pratiquement, je pense que c'était le 8 janvier 2010, et puis le 12 janvier, il y a eu le séisme, et on sait qu'est-ce qui s'est passé pendant ce séisme-là. Donc, on est directement rentré dans ce qu'on appelle une urgence prolongée, ce qui fait que tous les documents structurels ont été mis de côté et malheureusement les autres autorités qui sont venues par la suite n'ont pas eu l'intelligence d'aller reprendre ces documents qui étaient fondamentaux. Peut-être qu'ils n'avaient pas intérêt à ça parce que c'était quoi leur projet? Parce que quand on développe, nous, quand on a élaboré le document de politique publique de jeunesse, de sport et de civisme, c'était vraiment pour aller dans le sens de l'émancipation réelle des jeunes et à travers notamment les activités sportives. Bon, vous voyez quand même, malgré tout, on a des retombées quand même, on a quelques athlètes qui ont un aura international sur le plan international. Donc voilà, plus ou moins la situation. Comment est-ce que, oui, il y a eu pas juste une politique, mais trois politiques, politique de jeunesse, politique de sport, et surtout politique du civisme qui visait à travailler sur le citoyen haïtien et à travers trois éléments: l'éducation civique, l'action civique et le service civique. Merci, voilà. Wichner. John et Denise, essayons de le faire en 5 minutes pour qu'on puisse éventuellement prendre des questions du public. Est-ce que dans le milieu associatif de la jeunesse, une politique de jeunesse est indispensable? Et qu'est-ce que l'État haïtien peut faire? Wichner a parlé de structure. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de l'État haïtien pour mieux accompagner justement le milieu associatif? Alors, oui, sans avoir l'intention d'engager un débat contradictoire avec M. Wichner, mais moi-même, je crois, évidemment, il nous faut une politique jeunesse. J'ai ajouté, il nous faut une vraie politique jeunesse qui soit inclusive. Oui, M. Omius a souligné le fait qu'il y a eu des consultations dans le passé via le ministère des Jeunesses et tout.
Mais moi-même, je crois que ces politiques-là, très souvent, ils ne prennent pas en compte la réalité de toutes les catégories issues de la jeunesse, en fait. Parce que la jeunesse, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Il y a chacun y vive sa situation socioculturelle et tout. Il faudrait consulter ces catégories-là, pas juste prendre quelques jeunes ciblés d'avance. Et comme ça va donner une politique beaucoup plus inclusive. Et autre chose qui serait, qu'on devrait faire, ce serait vraiment de penser à un État qui soit nôtre. L'État qui est en place, c'est pas nôtre. C'est un État qui défend l'intérêt de la classe oligarchique, l'intérêt de l'oligarchie, de la classe dominante internationale et nationale. Fait que, à travers la mobilisation, il faudrait vraiment penser à mettre en place un État qui soit nôtre, un État dans lequel la jeunesse puisse être aussi décideur, pas juste acteur à assister, mais que la jeunesse puisse être acteur et pouvoir prendre des décisions, veiller à ce que cette politique inclusive puisse être appliquée de fond en comble. Merci. Merci, John. Denise, pour vous? Ben, moi, par rapport à cette question, je pourrais l'approcher dans le même ordre d'idée de la transversalité de la jeunesse. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de parler d'une politique de jeunesse parce que cela sonne comme quoi il y a un État qui est responsable, qui a envie de faire quelque chose et puis qui va consulter sur la bannière de participation ou d'inclusion, qui va consulter, qui vont demander qu'est-ce qu'on peut faire. Tandis que si on parle de transversalité, pour moi, c'est tout un projet de société par rapport à l'éducation, à la santé, par rapport à tous les secteurs. C'est tout un projet global pour moi qui ne serait pas décanté comme séquencier pour dire on va parler avec les jeunes, on va avoir une politique et comment inclure les jeunes. Donc, c'est pas qu'il ne s'agit pas d'inclusion, de participation, mais c'est surtout un projet de société. Donc, ce projet de société doit avoir en soi une politique éducative pour les jeunes, une politique de santé, une politique de loisirs, une politique de tous les secteurs auxquels les jeunes, les femmes sont partie intégrante ou de toute façon une politique. C'est pourquoi je parle d'un projet de société parce que ça va toucher forcément toute la société en général. Merci. Witchner, comment est-ce que le milieu associatif, justement, on a parlé de structure à plusieurs reprises, peut faire mieux pour faire valoir ses intérêts? Et puis, je rajoute à ça, et j'aimerais vous entendre, John et Denis, sur ça aussi. Quel est le rôle du secteur privé dans tout ça? Parce qu'on évoque un peu les failles de l'État haïtien, et le secteur privé dans tout ça. Bon, ça c'est une grosse question, pour la développer. Oui, alors, les associations, comment elles peuvent contribuer, c'est ça? Tout d'abord, ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a eu comme une espèce d'évolution de la perception de la vie associative en Haïti. À un certain moment, il y avait cette propension de la jeunesse à se regrouper dans des clubs de quartier, dans des associations pour pouvoir développer leurs compétences, leurs capacités. Et moi-même, j'ai connu en tout cas ces moments où, à travers un club de lecture, un club de théâtre, etc., on essayait c'est-à-dire, c'était beaucoup plus les associations à ce moment-là, c'était centré vraiment sur le développement personnel. C'était vraiment centré sur le développement personnel. Et donc, à ce moment-là aussi, bon, il n'y avait pas beaucoup de moyens, donc chacun, quand il fallait faire des activités, donc on cotisait entre nous pour réaliser les affaires. Mais à un certain moment, il est arrivé que, à ce moment, c'était des associations faites par et pour les jeunes. Et puis, il y a eu
à un certain moment une évolution où on commence à avoir des organisations de jeunesse, c'est-à-dire que des structures qui sont mises en place pour la jeunesse et qui reçoivent des financements à gauche et à droite et certainement avec des orientations plus différentes que ce qu'il y avait avant, dans le sens que eux, quand ils venaient, ils avaient leur propre objectif et puis donc du coup, c'était pas nécessairement le développement personnel des jeunes qui était fondamental à leur action, à leur intervention, d'où il y a eu et ils sont beaucoup d'entre eux sont entrés en compétition avec, par exemple, avec l'État. Moi, j'ai vécu des situations très compliquées, justement, avec ces genres de structures qui avaient leurs intérêts et qui mettaient leurs intérêts à l'avant de ce que, par exemple, la structure étatique. Mais est-ce que c'est pas parce que l'État n'était pas en mesure de les appuyer par rapport à leurs besoins? Écoute, là, on parle de structures qui reçoivent des financements, effectivement, mais qui s'imposent comme... c'est comme s'ils se substituaient à l'État. Donc, ils ont une approche de substitution par rapport à l'État. Alors que, en théorie, l'État, elle est là pour donner les grandes orientations dans le secteur. Ensuite, de donner la régulation, d'assurer la régulation du secteur aussi, parce que on doit être clair que c'est à l'État de définir quelle société est vraiment, dans quelle société on veut évoluer. Donc, finalement, eux, ils viennent avec des objectifs, chacun allant dans son sens, etc. Et puis chacun essaye d'influencer, par exemple, à sa façon, d'influencer à sa façon. Et qu'est-ce qui se passe finalement? On se retrouve dans une situation où l'État est affaibli et chacun fait à sa façon. Donc, du coup, on est entré dans un imbroglio où il n'y a aucune orientation. Aucune orientation. Donc, en fait, je dois dire que oui, l'État haïtien, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, a été affaibli et cet affaiblissement a permis à certaines organisations de jeunesse, je ne parle pas des mouvements de jeunesse parce qu'il y a une différence, j'aimerais bien le faire ici. Il y a les mouvements de jeunesse qu'on appelle par exemple le scoutisme, par exemple, qui ont beaucoup travaillé à l'émancipation des jeunes, malgré que, en général, c'était des structures qui étaient dirigées par des personnes plus âgées, mais quand même qui avaient une sensibilité beaucoup plus avancée quand il s'agit du développement de l'émancipation des jeunes. Donc, fait que, en clair, c'est que ces organisations-là, ils sont de la société, disons, non étatiques, c'est des organisations non étatiques quand même, mais qui ont leur propre agenda et qui ne vont pas nécessairement dans le sens de la construction d'une vision commune de l'action à développer pour l'émancipation des jeunes. Mais vous avez parlé, vous avez dit en théorie, la pratique, parce qu'il y a un manque de confiance dans le gouvernement, ce qui n'est pas, Haïti n'a pas le monopole de ça, tous les gouvernements ont ça. Le problème, il est peut-être là, il faut... Denise et John, j'aimerais vous entendre. Comment est-ce qu'on fait justement, je posais la question, quel est le rôle du secteur privé? Comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre, pour un partenariat entre le gouvernement et le secteur privé pour justement mieux appuyer, mieux encadrer, mieux structurer ce milieu associatif?
Je pourrais aborder cette question dans une autre perspective parce que j'ai tendance à... je me questionne, c'est quoi le souci ou l'obligation ou dirais la nécessité d'avoir un milieu associatif de la jeunesse, c'est pour faire quoi? C'est pour répondre à quoi? C'est à partir de quelle nécessité? Donc c'est parce qu'il y a des manques, c'est parce qu'il y a des besoins. Donc on sent qu'il faut s'organiser pour trouver des ressources ou pour trouver des solutions à ces manques. Donc pour moi, la question, le fait de signifier ou de trouver une quelconque stratégie entre l'État, la société civile et voir comment réunir les différentes associations pour leurs intérêts, la question se pose du côté, comme et notre collègue vient de dire, c'est comme la question se pose du côté individuel de chaque jeune et dans un sens de développement, d'émancipation, développement personnel. Tandis que pour moi, il n'y a pas que... S'il y a ça, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une incitation à l'émancipation, mais il y a aussi les structures, les bases. Il faut des structures qui conditionnent cette émancipation. C'est pas aller voir individuellement un groupe associatif pour les faire. C'est comme la question de violence avec les femmes. Plusieurs approches tend vers des approches de développement personnel, de gestion d'émotions, tandis qu'il y a une structure qui font que les femmes subissent des violences systématiques dans la société. On n'agit pas sur ces structures, on agit sur les individus. Pour moi, il faut changer de perspective parce qu'il ne s'agit pas de voir dans la jeunesse comme quoi ils sont démobilisés, ils ne sont pas assez engagés, il n'y a pas assez d'associations. C'est de changer de perspective aussi, aller dans les structures qui doivent conditionner cette participation, conditionner ce militantisme, cet engagement de la jeunesse. Pour moi, c'est comme ça que je pourrais approcher cette question. Merci Denise. Et John, pour vous? Bon, et moi, je le vois pas trop différemment de Denise, mais je vais quand même ajouter que ce qu'on fait en Haïti très souvent depuis des décennies, on peut dire même depuis plus d'un siècle, c'est que on se contente d'appliquer, il y a des politiques publiques, des politiques jeunesse. Très souvent, on se contente d'appliquer les politiques de la même façon, alors qu'on sait très bien ce que ça va donner à la fin. Moi-même, je crois qu'on devrait qu'on devrait se questionner où est-ce qu'elle se trouve cette faille. Où est-ce qu'il se trouve ce problème? On identifie le problème. Moi, je crois, par exemple, la catégorie jeunesse devrait pouvoir participer à ce qu'on trouve une solution, on trouve une alternative viable. Vous avez demandé, par exemple, le rôle du secteur privé et l'État et dans les crises ou dans la reproduction des inégalités sociales en Haïti. Moi, j'ai quand même un peu mentionné le fait que cette catégorie-là participe à la situation de crise en Haïti. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense qu'on devrait se réunir autour vraiment de consensus national. On se met d'accord sur quelque chose et on se met d'accord de comment est-ce qu'on va l'opérationnaliser. Et je crois que c'est ainsi qu'on pourrait trouver une solution viable qui puisse promouvoir la jeunesse, qui puisse accoucher une société alternative. Voilà. Merci. Et j'aimerais vous entendre les trois sur... et Denise, vous en avez parlé. Comment est-ce qu'on peut optimiser, si vous voulez, l'utilisation des réseaux sociaux? Parce qu'on sait que s'il y a une chose à laquelle les jeunes ont accès, c'est ça, c'est cette parole. Ils sont souvent mobilisés autour de mêmes enjeux, que ce soit le climat, que ce soit la sécurité, la fin de la corruption. D'abord, est-ce que l'utilisation de la jeunesse en général des réseaux sociaux vous plaît? Et comment est-ce qu'on peut l'amplifier et peut-être l'utiliser encore plus? Non. Est-ce que j'y vais? Je vous en prie, allez-y. Bien. Cette question renvoie à une autre question fondamentale, c'est l'accès à la technologie.
il est vrai que, oui, en Haïti, on va voir que chacun a un téléphone, etc. Mais le problème, c'est que les infrastructures technologiques. Vous l'avez parlé d'accès à Internet, par exemple. Oui, l'accès à Internet, mais en fait, je parle de toutes les infrastructures technologiques où il y a souvent des difficultés d'accès. Pourquoi? Parce que, justement, il se pose le problème de l'absence de l'État haïtien. Ne serait-ce que pour ça, pour réguler cette affaire-là. C'est-à-dire que on a des opérateurs, des fournisseurs de services, mais qui n'offrent pas un service de qualité. Et il n'y a personne pour leur dire que, écoutez, ce que vous offrez là, c'est pas ce que nous avons convenu dans notre entente ou bien dans le contrat, etc. Donc, fait que les jeunes n'ont pas nécessairement accès au moment voulu. Accès régulier, accès régulier à la technologie. Déjà, c'est un problème. C'est un problème qu'il faudrait poser à la base si on doit parler de l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Parce que si l'infrastructure qui doit supporter ces discussions, ces messages, etc., si cette infrastructure n'est pas de qualité, ben, il n'y aura pas moyen de pouvoir l'utiliser. Bien sûr, donc il y a inégalité même à ce niveau-là. Même à ce niveau. Oui. Denise, et pour vous? Pour moi, je pense que les réseaux sociaux donnent beaucoup d'avantages à la question de mobilisation, mais il faudrait savoir, et comme dit la question, et optimiser cette utilisation. Et par rapport aux avantages, j'avais parlé de la connexion qu'il y a entre possibilité de connexion qui peut y avoir entre diverses catégories, couches et même générations. Il y a aussi la question de visibilité dans les actions et l'opportunité de visibilité de ce que fait ce groupe et comment on peut avoir des modèles et à travers cette utilisation. On a comme l'impression qu'il y a une certaine inclusion aussi à partir des réseaux sociaux, et dans la mesure où il y a comme une liberté de la parole, parce qu'un individu qui reste derrière son écran peut donner son avis sur un sujet quelconque et débattre avec n'importe quelle personne, peu importe son statut, peu importe ses études, tout ça. On a l'impression qu'il y a une diversité aussi dans les figures qui émergent. Parce que autrefois, par exemple, si je prends le cas des féministes, autrefois, parler de questions féministes, questions de libération de la parole, il s'agissait de femmes et de femmes formées universitaires. Là, aujourd'hui, toutes les femmes peuvent exprimer un point de vue à partir des réseaux sociaux, peu importe ses études. Cependant, il faut prendre les réseaux sociaux comme ce qu'il est, un outil. Donc, ça doit être une stratégie de communication. Oui, c'est pas une solution. C'est pas une solution, c'est pas une finalité. On a toujours tendance à se référer au mouvement Petro Challenger, par exemple, pour montrer l'efficacité des réseaux sociaux, tout ça. Mais on a oublié que le Petro Challenger avait suivi le mouvement de 6, 7, 8 juillet d'abord. C'était d'abord la rue. Ensuite, la rue, les réseaux sociaux ont partagé cette information de la rue et a donné une mobilisation et encore dans la rue. Donc, il ne faut pas voir les réseaux sociaux comme la finalité, le résultat, mais c'est un outil, stratégie de communication, de prise de conscience, de sensibilisation, comme vous pouvez l'appeler, mais ce n'est pas la finalité. Importante distinction, Denise, merci. Et John, et pour vous? Bon, je vais très rapidement dire, par rapport à ça, les réseaux sociaux peuvent justement jouer un rôle fondamental dans l'accouchement d'une nouvelle société en Haïti. Moi-même, j'ai comme les
Denise l'a souligné, on se rappelle du rôle que les réseaux sociaux ont joué dans le mouvement Petro-Caribé, notamment dans les années 2018. Et moi-même, je pense qu'on pourrait l'optimiser en l'utilisant notamment du point de vue des jeunes qui sont dotés d'une certaine notoriété pour mobiliser la jeunesse sur certaines valeurs locales, sur certaines identités, parce qu'il y a des acteurs qui les font et je sais pas, les Haïtiens vont peut-être avoir une idée de par exemple, une influenceuse qui s'appelle Maîtresse Toya, par exemple, qui utilise ce canal pour mobiliser la population haïtienne sur sa vraie identité, sur l'importance de remobiliser l'agriculture qui est l'essentiel même de l'économie haïtienne. Moi-même, je crois qu'on pourrait utiliser dans cette façon-là et l'utiliser pour se mobiliser, essayer d'attirer l'attention de ces gens-là, de tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on pourrait contribuer à changer quelque chose en Haïti? Voilà. Merci. Alors, John, Denise et Wichner, je vous dis merci. Nous allons maintenant entendre un peu nos partenaires haïtiens. Et je crois qu'on fait ça à distance, n'est-ce pas? Oui. Donc, je peux poser les questions, ils vont m'entendre. Ils sont connectés. Il n'est pas là. Okay. J'attends votre feu vert. C'est bon? Oui, parfait. Parfait. Bonjour, Monsieur Doudou, vous nous entendez bien? Bonjour. Est-ce que vous me recevez? On vous voit, on vous entend un peu, nous allons ajuster le volume. Merci. Oui. Alors, Monsieur Doudou, vous êtes le directeur exécutif de Jury Média et nous voulons vous entendre sur votre perspective du terrain. Dites-nous, parlez-nous du rôle du milieu associatif et des facteurs qui contribuent justement à la capacité d'influence des acteurs de la société civile, et puis évidemment particulièrement la jeunesse. Merci pour la question et permettez-moi d'abord de remercier l'IEUM pour l'invitation à participer à cette activité, à cet événement comme partenaire. Merci aux intervenants et intervenantes pour les différentes contributions. J'ai pris des notes. Malheureusement, le temps est court, je ne pourrai pas réagir. Si j'ai l'occasion par la suite, peut-être que je le ferai. Pour venir directement à votre question, le milieu associatif d'une manière globale, et particulièrement le milieu associatif de la jeunesse, dans un pays comme Haïti, où, pour reprendre ce que mon ami Wichner a dit tout à l'heure, l'État est réduit à sa plus simple expression et n'arrive même pas à assumer ses fonctions régaliennes. Et alors, la première fonction que ce milieu associatif devait assurer, c'est de travailler à construire cet État. Et ce que je dis est fort, mais c'est la réalité. Donc, on doit avoir l'instrument de notre politique. Nous voulons que les jeunes puissent avoir accès à un ensemble de services. Nous voulons changer la situation des jeunes. Nous voulons leur donner des perspectives d'avenir. Eh bien, l'effort des jeunes et avec les jeunes pour y arriver doit tendre d'abord vers la construction d'un État réel. Et comment y arriver? Ce secteur, comme tous les secteurs associatifs qu'on appelle en général les acteurs de la société civile, qui, pour reprendre le concept de Gramsci, sont appelés à assurer les intérêts du tiers-État, ce qui peut garantir l'éthique de l'action publique, c'est d'axer les actions sur le plaidoyer pour la réforme. Et l'action sur le plaidoyer pour la réforme appelle d'abord une conscience politique, une conscience citoyenne. Et malheureusement, là, on a beaucoup de faiblesses au niveau de ce milieu et c'est ce qui fait que ce milieu est aussi fragmenté, je dirais même embryonnaire. Quand on considère sa vocation, ce secteur n'arrive même pas à pouvoir faire des efforts pour avancer. Et je vais prendre deux exemples rapides pour comprendre la différence quand on parle du secteur de la jeunesse
au niveau associatif par rapport à d'autres secteurs et les faiblesses qu'il y a. Quand vous prenez le secteur des organisations de femmes, et qui a mené un combat pendant plusieurs décennies pour arriver à gagner plusieurs batailles, naturellement, les résultats sont encore à atteindre, mais quand même, ce sont des acquis sérieux en termes d'accès pour les femmes aux droits politiques, accès pour les femmes à une réforme au niveau de la Constitution, une clause permettant, exigeant un quota de 30% de femmes à toutes les fonctions publiques. Donc, ce sont des acquis qui ont été obtenus par des efforts conjugués de ce secteur. Or, les jeunes, comme l'avait souligné l'un des intervenants, les jeunes, c'est une catégorie sociale majoritaire dans la société haïtienne et qui, comme les femmes, est considérée comme une catégorie transversale. Dans toutes les structures, vous trouvez des jeunes. Mais comment les organiser, comment canaliser leurs ressources pour permettre à ce que ce secteur puisse répondre à sa vocation, et c'est ça le défi majeur. Un deuxième aspect que ce secteur pourrait aborder, c'est justement aborder la lutte contre la corruption, la lutte contre la violence, la lutte contre les inégalités sociales. Autrement dit, plaider pour des politiques publiques et des décisions institutionnelles qui puissent assurer une meilleure gouvernance, seule garantie pour que les intérêts des jeunes soient pris en compte comme pour les autres catégories. Maintenant, pour arriver à cet effort-là, il y a des déficits qui empêchent à ce que ce secteur puisse s'organiser. Mais il y a quand même quelques leviers qu'on pourrait activer pour faire face à ces défis. L'un des leviers, ce serait de mettre en place des mécanismes, favoriser la création et ou le renforcement de mécanismes institutionnels qui canalisent les efforts des jeunes, particulièrement au niveau de la participation à la prise de décision, que ce soit au niveau des collectivités territoriales, activer des mécanismes comme des assemblées de jeunes, des conseils de jeunes, au niveau des départements, et structurer ça de telle sorte que ça puisse servir comme espace pour fédérer les différentes structures de jeunes qui sont dispersées et qui n'arrivent pas à faire des actions collectives et donc à pouvoir avoir une influence réelle sur les structures décisionnelles. Vos solutions ressemblent beaucoup, M. Doudou, à certaines qui ont été partagées par John et par Denise. En commençant, vous avez dit que vous aviez pris des notes pendant les échanges de nos intervenants et que vous aimeriez réagir. Je vous donne 2 minutes parce que je crois que c'est important de vous entendre justement réagir sur ce qui a été dit. Merci infiniment pour cela. Et je voudrais tout d'abord réagir sur un point, une préoccupation que mon ami Wichner a soulevée. La préoccupation par rapport à une sorte de confusion de rôle au niveau de certains acteurs du milieu associatif qui tendent à se substituer à l'État. Alors, la première chose que je dirais, c'est que la nature a horreur du vide. Le secteur dit de la société civile a en général 2 grandes missions. Et la principale, c'est cette mission de jouer le rôle de chien de garde, de jouer le rôle de contrôle citoyen. C'est la mission principale. Mais malheureusement, cette mission vient en deuxième lieu est traité en parent pauvre par la grande majorité des acteurs de ce secteur-là, parce que l'absence de l'État dans la provision des services sociaux de base, l'absence de l'État presque dans tous les secteurs, fait que ces structures de la société civile se sentent en situation de venir à fournir ces services qui manquent. Généralement, on cotise, on essaye de mobiliser des ressources un peu partout, particulièrement au niveau de la coopération internationale, pour pouvoir apporter des réponses qui ne sont pas durables, bien entendu, parce que pour être durables, ceci devrait être articulé dans des politiques publiques, et donc la préséance vient à l'État. Je suis tout à fait d'accord.
Et il y a aussi cette question que vous aviez posée, Madame la modératrice, et j'ai noté, qu'est-ce que le secteur privé pourrait faire? Alors, quand on parlait de ce défi-là, de ce manque de confiance entre le secteur associatif des jeunes, je dirais peut-être tous les secteurs vis-à-vis des institutions étatiques, de l'État d'une manière générale, autrement vis-à-vis des décideurs, qu'est-ce que le secteur privé pourrait faire pour apporter une contribution qui aide à changer la donne? Alors, je dirais que aussi, si on devait faire une étude du secteur privé, les résultats ne seraient pas différents de ceux qu'on a pu obtenir du secteur associatif de la jeunesse. C'est aussi un secteur dispersé et écartelé entre des intérêts antagoniques. Ce n'est pas très évident. Donc, et je pense globalement que si on devrait dynamiser le secteur associatif des jeunes, on devrait trouver des programmes structurants et qui puissent les mobiliser. Il y a quelques exemples. Je vais prendre deux. Et il y a par exemple un acteur de la société civile, je ne vais pas faire de publicité pour cet acteur-là, dans le secteur des télécommunications, qui avait entrepris un projet pour encourager l'entrepreneuriat. Et ça a donné lieu à un concours annuel pour les entrepreneurs. Ceci a canalisé certaines énergies. Il y a eu aussi un concours de musique, etc. Ce type d'initiative qui vise les jeunes pour encourager des initiatives de jeunes dans différents secteurs pourrait être un créneau pour le secteur de la société civile, mais aussi pour l'État, mais aussi pour les acteurs de la coopération internationale. Parce que quand on parle de coopération, de collaboration, de mise en commun des efforts, de concertation, ça ne se fait pas dans le vide. Ça se fait à travers des objectifs, à travers un rêve. Les mouvements qui ont émergé et qui ont mobilisé le plus de jeunes dans le pays, c'est les mouvements qui leur ont fait rêver sur certaines choses qu'ils pouvaient changer dans leur vie. Que ce soit le mouvement de 86 qui avait mobilisé beaucoup de jeunes, que ce soit le mouvement Petro-Caribé récemment qui a mobilisé beaucoup de jeunes, c'est parce que cela leur faisait rêver d'un changement imminent, réel. Donc, il faut trouver ces genres de rêves qui puissent mobiliser les jeunes et articuler ceci autour d'actions innovantes, d'actions fédératrices qui puissent encourager les jeunes à s'engager et surtout les aider par la formation, par le mentoring. On ne pratique presque pas du mentorat dans ce pays et c'est un instrument qui pourrait aider à permettre aux jeunes de saisir l'expérience des moins jeunes, à permettre aussi de partager les expériences qui ont marché, et c'est l'un des constats de l'étude, à savoir qu'il n'y avait pas eu suffisamment de modèles inspirants pour les jeunes dans ce secteur-là. Ouais. Eh bien, c'est de trouver une façon de prendre des initiatives qui donnent une certaine visibilité, qui mettent au devant de la scène des choses positives, qui inspirent les jeunes plutôt que ces nouvelles tout à fait négatives et déprimantes qui les envahissent tous les jours. Bien sûr, merci Monsieur Doudou. Et quand je disais en introduction que la jeunesse d'Haïti n'est pas différente des autres jeunesses, le mentorat, c'est vrai, les jeunes au Québec en ont besoin, les jeunes en Haïti en ont besoin, c'est la même chose. Est-ce que Caroline, nous avons le temps pour quelques questions? Oui, ok. Alors, Monsieur Doudou, vous restez avec nous. Peut-être que certaines des questions vous seront dirigées. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Et il y a un micro là pour les gens qui souhaitent s'exprimer. Il y a un chat sûrement aussi en ligne, s'il y a des questions, oui. Bonjour. François, tu as une question? J'ai une question. En fait, j'aimerais entendre nos quatre invités. Tout à l'heure, à la fin de la première session à huis clos, il y a une bonne question qui a été posée par une de nos collègues et j'aimerais vous la lancer. Selon vous, à la lumière du contexte ou des contextes, des défis que vous venez de nous présenter, à quoi aspirent les jeunes aujourd'hui en Haïti? John? Ben, malheureusement, rien. Oui.
Oui, il faut dire, mais bon nombre d'entre nous dans la salle, on est conscient de ce qui se passe en Haïti. C'est vraiment une crise du jamais vu. Et on a mis en place un conseil présidentiel, un pouvoir de transition avec des missions et qui s'est rendu quand même à la moitié du mandat qu'on les a confiés. Ben, on constate qu'on marque le pas sur place, on n'avance pas. Et il y a des contradictions et des parts et d'autres. Et on n'est pas trop optimiste par rapport à ça. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, et moi-même, si mon cheval de bataille, je vais le dire, il faut se mobiliser. Utiliser les moyens qu'on a, les moyens qu'on peut, voir si on pourrait changer la donne. Et de fait, on doit changer la donne, ça ne peut pas rester comme ça. Moi, je crois que Haïti va renaître, mais là, on est vraiment pas trop optimiste par rapport à ce qui se passe en Haïti, par rapport à l'équipe en place. Vraiment, on peut rien espérer par rapport à tout ça. Voilà. Merci. John, comme vous, je crois que Haïti va s'en remettre et renaître. Donc, je trouve votre constat très dur de dire que la jeunesse n'aspire à rien. Denise, commentaire, réaction? Comme on a dit au début de l'étude, le secteur de la jeunesse, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Donc, je ne pourrais pas donner une aspiration qui va, je ne sais pas, qui pourrait refléter une réalité globale ou universelle de la jeunesse. Si je prends, par exemple, nous autres qui sont au Canada, on fait partie de cette jeunesse dans laquelle on réfléchit. Ce serait quoi notre aspiration étant au Canada? Par exemple, quand on vient ici, moi, j'ai un visa étudiant, je viens pour étudier, mais par rapport à ce qui se passe en Haïti, les canaux vont me diriger pour ce qui se passe après. C'est quoi la suite? On vous dit, après, vous allez trouver un diplôme post-études pour travailler au Canada. Après, vous pouvez faire une demande de résidence. Il n'y a rien de proposition pour un retour au pays par rapport à ce qu'on nous donne ici, par exemple, pour les jeunes Haïtiens et les jeunes Haïtiennes qui viennent étudier. Donc, ce serait quoi notre aspiration, par exemple, nous autres ici, qui pas forcément à laisser le pays parce qu'il y a l'insécurité, il y a aussi les projets personnels, les projets d'études, les projets académiques et des projets politiques, bien sûr, qui, comme par exemple, parfois on s'écarte du lot, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le lot en vue, qu'on n'a pas ce projet en vue. Donc pour moi, c'est pour dire que cette aspiration, il faut le voir dans chacun des catégories, par exemple, et de ce secteur qu'on appelle la jeunesse, pour savoir ce serait à quoi ils aspirent. La tendance pourrait montrer que là, maintenant, il n'y a pas la vie, il faut aller chercher la vie autre part. Donc, les jeunes qui sont encore en Haïti, avec le programme Biden qui attendait leur email, par exemple, pour aller aux États-Unis. Donc, on pourrait dire que si on pose cette question à cette catégorie de jeunes, c'est quoi leur aspiration? Ils vont dire, il n'y a pas la vie là, on va chercher la vie ailleurs. Mais je dirais qu'il y a ça en nous, les Haïtiens, les Haïtiennes, c'est qu'on est toujours attaché à Haïti. Je ne sais pas, c'est notre alma mater. J'ai pris le risque de prendre la parole de façon universelle, que les Haïtiens sont attachés à Haïti. C'est vrai que par rapport aux conditions conjoncturelles et par rapport aux situations de crise, on a tendance à s'envoler, mais s'envoler, ce n'est pas pour s'envoler, mais c'est s'envoler pour se replier, pour prendre un souffle, pour chercher la vie, faire un retour au pays, tout ça. Donc, je dirais à quoi on aspire les jeunes en Haïti, c'est à la survivre. C'est vraiment une façon pour les jeunes de survivre n'importe quel où, tout en restant attachés à leur pays, à une, je dirais,
on peut dire ça, un espoir que un jour ils vont retourner en Haïti, un jour que ça va changer, et comment ils vont faire, comment ça va se faire, ben, peu importe là où ils sont, ils pourraient contribuer, mais ils croient encore. Mais je crois qu'il y a au moins 150 000 Haïtiens au Québec. Il y en a qui sont ici depuis 50, 60 ans, qui sont encore très, très attachés, très attachés au pays. Donc, je suis d'accord avec vous, et pour vous. Et je pense que la distinction de Denise est extrêmement importante. On ne peut pas généraliser, ce n'est pas un groupe monolithique, mais grosso modo, à quoi aspire selon vous la jeunesse ou les jeunesses? Effectivement, c'est les jeunesses, on devrait parler des jeunesses. Et parmi cette catégorie, il y a aussi une catégorie qui reste et qui se bat qui se bat contre cette situation qui s'impose à tous. Et on peut le constater. J'ai des informations dans le quartier où je suis né, j'ai grandi. C'est quel quartier? À Christ III, à Port-au-Prince. Je sais qu'il y a des gens qui ont quitté parce que les bandits sont en train d'avancer, de prendre des territoires, comme ils disent, les territoires perdus. Donc, ils veulent faire de Christ III un nouveau territoire perdu. Mais je sais qu'il y a des jeunes qui sont restés pour défendre ce territoire, pour défendre ce territoire. Donc, à quelque part, alors qu'ils sont abandonnés, je dirais, on a mentionné le conseil présidentiel, les nouvelles autorités qui sont là, etc., qu'on ne sent pas. Jusqu'à présent, c'est des querelles internes à l'intérieur c'est des luttes de pouvoir pour faire quoi, pour pouvoir, etc. Donc, c'est des questions. Mais il y a des jeunes qui restent dans leur quartier pour défendre leur quartier. Donc, c'est pour dire que oui, on est attaché. Oui, il y en a qui ont la pression sociale, la pression de leur famille, etc., qui leur dit « Ah, ça ne vaut pas la peine, il vaut mieux aller chercher, en tout cas, préserver sa vie pour après. » Mais l'après, justement, c'est qui va... C'est ce qui se passe aujourd'hui qui va déterminer l'après. Donc, il y a un groupe de jeunes. Et là, j'ai parlé de mon quartier, mais je sais qu'il y en a dans beaucoup d'autres quartiers qui restent pour défendre, en tout cas, pour défendre ce qui leur reste. Ce qui leur reste. Et je dirais qu'il y a autant de courage à rester que de partir aussi. Ceux qui quittent le font le cœur brisé. Oui, ne le font pas parce qu'ils veulent partir, parce qu'ils doivent partir. Encore une fois, John, Denise et Witchner, merci. Je vais passer la parole à Mylène Bordelot du CRDI pour le mot de la fin. Mais d'abord, je pense que nos trois intervenants et M. Doudou aussi méritent des applaudissements. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Mylène Bordelot, je suis avec le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international. On est une société de la Couronne, on fait partie de l'Assistance canadienne pour le développement, on est basé à Ottawa. Puis en fait, j'avais préparé des petites notes, en fait, mais je pense que je vais y aller plutôt de façon spontanée, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi, j'aime définir la recherche comme la génération des nouvelles connaissances, les données probantes. Puis on est ici pour discuter, en fait, l'étude menée par l'Institut. Mais ce qu'on a entendu cet après-midi, c'est les personnes. Donc la recherche, c'est les connaissances et le visage humain. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de partager, en fait, votre expérience, d'avoir accepté d'être le visage de ces débats-là qui sont peut-être plus académiques, qui peuvent parfois sembler un peu déconnectés de la réalité. Mais ce qu'on espère, en fait, c'est que des échanges comme ceux-là, petit à petit peu, sèment des graines, avancent les gens dans notre conceptualisation, proposent des solutions pour aller vers de l'avant. Donc, merci d'informer nos débats avec vos expériences. J'apprécie la richesse de vos interventions. Merci tout le monde. Merci.
Alors, encore une fois, aux amis en ligne, merci. Aux gens dans la salle, merci. Je vais juste rappeler qu'il y aura un balado en créole, n'est-ce pas, qui sera disponible dans quelques jours. Et Caroline, je crois que je te laisse le mot de la fin. Pardonnez-moi. Je voulais simplement remercier évidemment Martine Saint-Victor pour sa modération exemplaire cet après-midi. Alors, joignez-vous à moi pour l'applaudir. Nos 3 panélistes également. Donc, merci beaucoup pour vos propos francs, directs et qui vont droit au cœur. Donc, merci pour votre participation. Quelques mots. Oui, tout à fait. Alors, le projet de recherche, comme ça a été dit en début d'événement, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Un travail d'équipe qui va se poursuivre au cours des 2 prochaines années. Donc, j'en profite pour saluer également l'autre partenaire haïtien qui vient de se joindre. On n'aura pas l'occasion de l'entendre cette fois-ci, mais ce n'est que partie remise pour le prochain événement, donc de l'Université d'État d'Haïti. Merci beaucoup, ainsi que de Jury Média et tous les experts, tous les experts qui sont dans la salle ou en ligne, qui ont contribué de près ou de loin à cette recherche jusqu'à présent. Un grand merci. Donc, on vous dit à l'année prochaine pour un prochain événement. Merci. Merci. Merci beaucoup.